Ah, on s'approche, on s'approche. Je ne sais pas si vous avez vu, là, les couleurs changent dans les arbres. Ça veut dire que le hockey revient. Le hockey a déjà commencé pour les gros fans de hockey parce qu'il y a des matchs préparatoires. C'est le dernier ce soir. On en parle avec Nicolas Cloutier. Salut, Nicolas. Salut, Rémi. Contre les Sénateurs d'Ottawa. Question à un fan de hockey, mais un journaliste surtout. Qu'est-ce qui reste à évaluer alors qu'on arrive à la fin d'un calendrier de matchs préparatoires? Je regardais l'alignement partant du Canadien. Ça ne ressemble pas beaucoup, à mon avis, ce qui va être l'alignement du Canadien le 8 octobre. Donc, pour ce soir, tu parles? Je parle notamment des deux premiers trios. Là, on va en parler. Est-ce que, donc, il y a encore beaucoup de travail d'évaluation à faire pour Martin Saint-Louis? Ce qui reste à évaluer, c'est les derniers postes à l'attaque. C'est franchement la seule lutte, Rémi, parce que dans l'histoire récente, ça a été l'un des camps d'entraînement les plus prévisibles des Canadiens de Montréal. On se serait assis ici il y a quelques semaines et j'aurais pas eu trop de misère à te projeter la formation de départ. Maintenant, comment j'évalue ça en ce moment? Je crois que Oliver Kapanen a gagné son poste. OK. Je pense qu'on a embauché Samuel Blais pour être le parfait réserviste. Alors, on va le garder. Je pense aussi que Joe Veleno a gagné ses épaulettes. Maintenant, Owen Beck et Florian Jacquet, si tu avais une chance de leur donner une dernière audition, c'était ce soir. Parce que samedi, traditionnellement, dans le dernier match préparatoire de l'équipe, on envoie ce qui est pas mal notre formation de départ pour le 8 octobre. Alors, c'était le dernier soir pour les auditions. Alors, Florian Jacquet et Owen Beck, là, ils doivent jouer le match de leur vie. Là, et même s'ils jouent le match de leur vie, je serais vraiment surpris qu'ils brouillent les pistes parce que la formation est établie. En défense, il n'y a même pas de poste à aller chercher, surtout si on considère que Goulet et Dobson sont prêts pour amorcer la saison. Adam Engstrom va être retourné à Laval. Même chose du côté de Owen Beck et Jacquet, à mon avis. Donc, oui, est-ce qu'il y a des dernières auditions? En théorie, Jacquet et Beck pourraient influencer leur sort avec une bonne performance. Mais ça reste à voir. OK, mais tu comprends pourquoi je te pose la question? C'est que tu regardes le premier trio, Zachary Bolduc, Kirby Dach, Gallagher. Ça ne sera pas le premier trio le 8 octobre. Le 8 octobre, ça va être Suzuki au centre, flanqué de Caulfield et de Slavkovski. Donc, pourquoi on ne les fait pas jouer ce soir ensemble? Parce qu'il y a des joueurs qu'on veut voir davantage ce soir contre Québec. Et là, l'avant-dernier match préparatoire et le dernier match préparatoire, c'est pas la même chose. Là, on est dans le dernier match d'évaluation. Okay. Le samedi, on va être dans le dernier match de répétition pour la saison. Là c'est la dernière évaluation, vraiment. Et je sais même pas si cette évaluation-là change la donne. Ça donne peut-être un petit échantillon de plus aux dirigeants quand il va y avoir un rappel en début de saison. Mais est-ce que vraiment Florian Jacquet ou Owen Beck pourraient forcer la main, sachant que Veleno et Blais, eux, doivent passer par le ballottage et Kapanen, son poste semble gagner. Honnêtement, j'en doute fort. Mais écoute, des trios, pour commencer la saison, je pense qu'il faut davantage se fier à ce qu'on a vu hier à l'entraînement. Et ça, c'était intéressant. D'ailleurs, le premier trio a changé. Mais les fans doivent se fier en fait, à la vision que le coach a eue à l'entraînement plutôt qu'à ce à quoi ils ont droit, eux, à la télévision, eux qui sont des fans puis qui regardent. On est en calendrier préparatoire, Rémi. On ne créeront pas une fausse C'est toi l'expert, Nicolas. C'est toi l'expert. Non, mais on peut en parler de ces trios-là hier qu'on a vus qui se rapprochent de la saison régulière. C'était intéressant parce que c'était Bolduc, Dach et... Bolduc, Dach et j'oublie le troisième joueur rapidement. Bolduc, Dach, Laney. OK. Ensuite, on avait Kapanen avec Demidov et Newhook. Ça, ce sont deux combinaisons qui sont très intéressantes parce qu'on s'attendait à ce que Demidov joue sur le deuxième trio. Ben oui. Mais là, il est entouré de joueurs plus rapides sur cette unité-là. Et clairement, on voyait que Laney le tirait peut-être un peu vers le bas durant le calendrier préparatoire. Attends une minute. Donc, Laney se décevrait? Mais attends, mais ça se peut pas. Ça se peut pas, ça? Attends, mais c'est parce que nous, on en a souvent parlé, Nicolas, de Patrick Laine. À 5 contre 5, Laine a eu un match très difficile récemment en calendrier préparatoire. Oui, c'est un fait. Mais c'est un calendrier préparatoire. Est-ce qu'on peut s'en reparler un peu plus tard, au début de la saison? Tout à fait. On va même changer de sujet, si tu veux. Les sénateurs d'Ottawa, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ils sont à Québec depuis vendredi. Ils ont sûrement fait la fête parce que Québec, c'est une ville mauditement le fun. Tim Stutzle. J'adore prononcer ce nom-là. Ouais. C'est un joueur allemand, je pense. Hein?
Oui, okay. C'est pour ça qu'il y a le petit umlaut qu'on appelle. Umlaut, Stutzla. Tim Stutzla, il dit « Je déteste plus Montréal que Toronto ». Ça, j'ai trouvé ça très, très le fun d'entendre ça parce que moi, je me rappelle des rivalités. Canadiens Bruins, Canadiens Maple Leafs, il y avait même eu Canadiens Flyers avec les Broad Street Bullies, puis toute l'espèce de nouvelle cohorte, la fameuse année où les Flyers ont gagné contre le Canadien et contre Yaroslav Halak. Et là, depuis quelques années, on dirait qu'il n'y en a plus tant de rivalité. Et pourtant, il y a une équipe à Ottawa et il y a un joueur qui dit « Je déteste plus Montréal que Toronto ». C'est une bonne nouvelle, ça, pour le hockey. Absolument. Sais-tu quand cette rivalité-là avait pris naissance, en fait, Rémi? Non. Il faut remonter des années en arrière. La passe suicide à l'Arcellaire, le coup d'Eric Greiba. Oh boy, c'est éliminatoire. Vieux, ça. Oui. 2012-2013, saison écourtée par le lockout. Ça a parti de là. Et là, tu avais Paul McLean. Brendan Prost l'avait traité de morse. McLean avait dit « R2 doit se protéger ». Michel Therrien, c'est des commentaires qui n'ont pas de classe, ça, M. McLean. On était parti de là. Ça fait des années. Et cette rivalité-là s'embrase à nouveau à cause de Brady Tkachuk, qui est un des plus grands vilains en importance de la LNH. Puis à chaque fois que quelqu'un me parle de Brady Tkachuk, je pense à Jesperi Kotkaniemi qu'on a repêché à sa place. Moi, c'est mon joueur préféré dans la Ligue nationale en passant. Kotkaniemi? Non, Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, parce que moi, j'aime ce genre de joueurs-là qui ont 3 dents dans la gueule puis qui sont capables de marquer des buts. Puis, tu sais, il se bat, puis j'avais aimé ça, moi, quand il s'était battu contre les Canadiens, rivalité Canada-USA. 4 nations, les 2 frères qui arrivent au banc des joueurs. Moi, j'aime ce genre de hockey-là. Puis... Alors, tu vas aimer Florian Jacquet, éventuellement. Pas le même talent. Mais j'espère qu'il va jouer, qu'il va faire l'alignement, puis qu'il va avoir une vraie place cette année, parce que ça va manquer aux Canadiens. Plus on va... Il va jouer des matchs éventuellement. Ouais. Commencera pas la saison à Montréal, d'après moi. OK, je voulais qu'on parle d'une grosse nouvelle, d'une bombe qui est tombée dans le hockey aujourd'hui. Je sais même, sans entrer dans les coulisses de tes journées, que ça t'a quand même occupé aujourd'hui. Hein? T'étais pas rapide sa gâchette, ses réponses aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux. Okay. Mais t'as raison, je te le concède. Quel contrat? 17 millions par année. Si j'étais une fille, je t'en voudrais. Je serais comme, il est plus intéressé, il me répond plus. Mais OK, donc Kirill Kaprizov... Mais je te laissais pas languir, hein? J'étais vraiment occupé. Joueur du Wild du Minnesota, qui était sans contrat, puis là, ça faisait des mois, là, des semaines même. Pas sans contrat. Son contrat allait être renouvelé. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça. Il y en avait un pour cette saison-là, mettons. OK. Puis là, ça faisait des semaines qu'on se disait combien il va aller chercher parce qu'il y a un changement que tu vas nous expliquer là, concernant le plafond salarial. Il a frappé la banque en tabarnouche, là. Donc, plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Kirill Kaprizov a un excellent agent qui a vraiment joué du coude avec le Wild. Le Wild du Minnesota, c'est un petit marché de hockey. Les Russes aiment les gros marchés. Chicago, Los Angeles, Floride. Il aime donc les destinations paradisiaques ou les gros marchés. Là, Minnesota savait que la seule façon d'avoir un joueur comme Kaprizov, c'est qu'on le repêche. Parce que sur le marché des joueurs autonomes, ça ne court pas les rues là, pour venir jouer au Minnesota. Ça, c'est la froide réalité des choses. Alors, on a utilisé pleinement ce levier-là du côté de Paul Theophanous, qui est l'agent de Kirill Kaprizov. Et on est allé chercher la totale pour Kaprizov en sachant que les revenus de la Ligue nationale de hockey explosent et le plafond salarial est en furieuse hausse. Donc, il est à 95,5 pour la saison en cours. Il sera à 104 pour la suivante, 113,5 pour l'autre d'après. Et moi, j'ai parlé à des agents aujourd'hui dans la LNH qui me prédisent 130 millions pour 28-29. Et là, après 28-29, les droits sont renégociés aux États-Unis. 150 millions pour... Ça n'arrête pas. Puis les agents, évidemment, eux autres, c'est un peu du wishful thinking aussi. Cette flambée-là, ça les emballe. Et là, on en vient un peu à Connor McDavid. Parce qu'on se dit, c'est lui le prochain. Et on se dit, ben là, si Kirill Kaprizov fait 17 millions par année, Connor McDavid va en faire 20. Parce que Kaprizov, juste un instant, là, il fait-tu 100 points par saison, lui? C'est ce genre de joueur-là? Pas mal, mais c'est un allié. Et c'est pas Connor McDavid. Mais là, attention. Connor McDavid ne fera pas forcément beaucoup plus d'argent que Kirill Kaprizov. Parce que Connor McDavid, lui, son avenir est assuré là, financièrement à travers plusieurs générations. Il a une marque qui est rendue tellement forte en raison de son statut de grande super vedette de la LNH que son revenu va au-delà des revenus hockey. Et il y a aussi le fait que Connor McDavid, l'ombre au tableau pour lui en ce moment, c'est qu'il n'est pas aller chercher encore la fameuse Coupe Stanley. Bien vu. Et ça le ronge, Connor McDavid. Alors, est-ce que Connor McDavid va être prêt à retrancher quelques millions de sa moyenne annuelle pour être mieux entouré
dans les prochaines années, que ce soit à Edmonton ou ailleurs? Fort probablement. Alors, soyez pas surpris si le contrat de Connor McDavid ressemble sensiblement à celui de Kirill Kaprizov, même si c'est établi que le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, ce n'est pas Kirill Kaprizov, mais Connor McDavid. Oui, puis il y en a même plusieurs entre les deux. Là. On pourrait parler de Kucherov, on pourrait parler de Draisaitl, qui d'ailleurs était le joueur le mieux payé avant que Kaprizov prenne le dessus comme ça. Moi, toi, je l'avais noté ici, le McDavid, point d'interrogation. J'ai écrit aussi Hudson. Parce qu'on a un joueur à Montréal qui, lui aussi, va devoir négocier un contrat. As-tu vu mon débat avec Jean-Charles? Non, pas mal ça. animé. OK. Combien il vaut, les Hudson? Je pense que les Canadiens vont bien jouer leur carte, moi, et qu'on va l'avoir un peu en dessous de ce que Dobson a signé. Fait qu'on parle de combien, là, pour les gens qui ne se rappellent pas, il a signé combien? Mettons que 9 millions, ce sera un bon chiffre. 9 millions? Ouais. Puis tu signes pour combien d'années? Un joueur comme ça. Les Canadiens aimeraient sans doute que ce soit pour 8 ans. Parce que lui, il voudrait attendre plutôt, peut-être. Non, Hudson, ça c'est mal connaître Hudson. Peut-être que l'agent d'Hudson pousserait pour ça. Mais Hudson, là, lui, il veut juste jouer au hockey. Il veut pas parler de contrat. Puis il y a un malaise, là, tu sens, c'est palpable. Dès que tu lui parles de contrat, il est pas à l'aise. Lui, il veut juste jouer au hockey. Je pense que le plus tôt tu boucles ce dossier-là, le plus heureux il est. Si c'était réglé avant le camp, là, il serait aux anges, lui, Lane Hudson. Mais son agent est là pour lui rappeler que on ne va pas signer un contrat qu'on pourrait regretter dans quelques années. On en a souvent parlé, Les Canadiens ont fait une offre à Lane Hudson cet été. Ouais. Elle était insuffisante. Bon. Et là, je pense pas qu'il va y avoir de contre-offre tant que le jeune défenseur Luke Hughes des Devils établit pas un peu le marché. Là. Alors vrai. Ça, ce sera à suivre. On en a souvent parlé cet été, toi puis moi, là, au 99.5, de cette espèce de changement-là qu'il y a eu dans le plafond salarial. Moi, je suis un petit peu conservateur sur cette question-là, nostalgique d'une époque où les salaires avaient un peu plus d'allure, mais je pense que tu m'as fait changer d'avis. Pour être tout à fait honnête, là, tu me dis, si ça augmente, il n'y en a pas de sujet. Ça veut dire que tous les salaires vont augmenter. C'est juste qu'on va devoir s'habituer à des nouveaux paradigmes, à des nouvelles images comme ça de salaire. J'ai quand même une pensée pour un gars comme Slavkovski, pour un gars comme Caulfield, pour un gars comme Suzuki, qui ont signé avant que le délire ne commence. Puis j'irai plus loin, j'ai une pensée pour Maurice Richard, qui marquait 5 buts dans un match. Davantage que pour Slavkovski. Oui, Maurice Richard, qui habitait au coin de Laurier et Papineau, et qui déménageait. Moi, j'ai un cousin qui habitait dans cet appartement-là, puis j'ai déménagé. J'ai fait le déménagement de mon cousin dans l'appartement de Maurice Richard, le fameux appartement où il a dû monter 75 marches en ligne droite avec des vieux électroménagers, des électroménagers faits en tôle, et le soir, il marquait 5 buts pour un salaire. Il gagnait quelques dizaines de milliers de dollars. Mais Rémi, on peut en parler longtemps. Là. On peut pleurer pour Maurice Richard et vivre dans le passé. Le hockey, là, c'est comme dans toutes les sphères de la société, c'est régulé par l'offre et la demande. Là. On ne réinvente pas le pain tranché. Le marché du hockey a grossi, c'est rendu un sport mondial sur plusieurs continents. On a des Slovaques maintenant qui sont des vedettes dans cette ligue-là. Hey, on a des Allemands. Ben voilà, même Kopitar. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas Cloutier. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se retrouve quand? Demain, mercredi, à 18h.